son cinéma. C'est la première fois depuis que le rendez-vous existe, on l'avait créé en octobre 2019, c'est la première fois qu'on programme un film français. Et on a tout de suite pensé au fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et on s'est dit, pour rendre cette séance encore plus spéciale, on a souhaité inviter le réalisateur, qui a tout de suite et amicalement dit oui à notre invitation. C'est les 20 ans du film, donc on a d'autant plus de raisons de fêter à Amélie Poulain ce soir, puisqu'il est sorti il y a déjà 20 ans, c'était en avril 2001. Je vous demande à tous d'accueillir le réalisateur du film, monsieur Jean-Pierre Jeunet. Merci. Je vais mettre bien à mon aise. Vous avez vu dehors? C'est un peu abusé quand même. C'est les 20 ans d'Amélie, bon, enfin quand même. C'était tout un truc de lumière, c'était bon. J'ai amené un petit livre de souvenirs parce que comme je ne sais pas trop ce que j'allais vous dire, et que je perds la mémoire à mon âge, 500, je me souviens, anecdotes de tournage. Vous trouvez ça sur Internet, c'est mon frère qui l'édite. C'est formidable, c'est plein de petites anecdotes, il y en a plus de 500. Alors je vais vous en raconter quelques-unes Ce soir. Avant qu'on commence, Jean-Pierre, j'aimerais qu'on vous demande à tous qui, dans la salle, n'a jamais vu le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Ah oui, quand même. Ah! Vous êtes au moins 10. Plus que 10. On va très bien. C'est ballot parce que quand je vais raconter des anecdotes, je spoilie plein de trucs. Mais bon, vous boucherez les oreilles. J'ai des souvenirs ici en Normandie. Un jour, je venais, si j'étais assis exactement là-bas. Et puis je viens voir parce que j'aime bien généralement quand un film passe aller voir comment ça se passe dans les salles, tout ça. Et puis le film commence, et vous, tous ceux qui l'ont vu, vous vous souvenez qu'il y a l'accouchement d'Amélie au début, on voit un bébé, c'est des stock shots évidemment. Le monsieur a fait il s'est levé, il est parti. ça commence bien. Et alors ici il y a eu la première d'Amélie et il y a eu des problèmes techniques tout le long. Ça passait du son analogique au son numérique, ça fait pendant toute la première, super. Mais alors le pire, c'était pas Amélie, c'était Alien la Résurrection, la première mondiale a lieu ici. Toute la Fox vient, il y avait Sigourney Weaver, il y avait Winona Ryder, Ron Perlman, tous les Américains étaient là, pour moi, en mon honneur, alors j'étais super fier. Et puis le matin, on fait des essais techniques. Et puis je dis, c'est parfait, on touche à rien, je m'en vais. Et là, ils ont refait toute l'installation. Et en fait, il y avait un problème avec la colle verte des haut-parleurs, ce qui fait que dès que le générique est arrivé, ça a craqué, et après les dialogues, ça faisait... L'horreur, je me revois en haut des escalators en train de me dire je rentre chez moi ou je me jette. Et il y avait Tom Hoffman, le patron de la Fox, qui jetait des dollars en disant réparez-moi ça et tout. Et Sigourney Weaver a eu une bonne idée, on est monté sur scène, on a improvisé un débat comme au ciné-club de Château-Vallon, on a improvisé ça. Et les gens étaient ravis, ils ont eu en plus un petit débat, c'était très sympa. Moi j'ai failli mourir, mais... On a fini le film quand même en démontant les haut-parleurs du côté, en les mettant au centre pour avoir les paroles. On a fini le film sur 3 pattes. Donc en gros, ce soir, attendez-vous au pire, c'est ça que je veux dire, quoi. J'espère que ce soir, ça se passera bien. Non, je pense pas. Je pense que... je suis confiant. Il y a 20 ans, quand vous apprêtiez à sortir Amélie, dans quel état d'esprit vous étiez? Est-ce que vous avez senti un peu le succès, le phénomène que ça allait être avant la sortie? C'est-à-dire qu'au départ, le premier impact, UGC le présente au Festival de Cannes, à Gilles Jacob. Et il vient le voir pas fini, et on voit, j'étais dans la cabine de projection, je voyais son crâne chauve qui brillait, et j'ai senti qu'il y avait des mauvaises vibrations. Et effectivement, il a dit, c'est Jean-Pierre Jeunet s'est complètement trompé, on dirait du René Clair, c'est un très mauvais film, ça marchera jamais, tout ça. Et donc ils n'ont pas pris. Ça a été un bordel, mais si vous imaginez pas, il s'en est pris plein la tête, le pauvre Gilles Jacob. Il y a eu Huile de Libé, il a été obligé de se justifier sur Paris Première. Ça nous a fait un coup de pub extraordinaire, en fait. Donc c'était génial. Et puis après ce premier impact négatif, l'attaché de presse me dit, je sais pas ce qui se passe, mais tous les critiques ont l'air d'aimer, ce qui est quand même assez rare. Et puis petit à petit, on a senti qu'il y avait un vent, et puis ça a été que des bonnes nouvelles. Michel Hazanavicius, il a une métaphore qui est formidable, parce qu'il a vécu ça avec des artistes, même si c'est moins le public. Il dit c'est un peu comme quand vous traversez une ville et que tous les feux sont au vert. Et c'est ça. Et parfois c'est magique.
Et Amélie, c'était ça, tous les feux étaient ouverts. Et puis il y a d'autres films comme Micmac, vous tapez le camion poubelle, vous tapez les embouteillages, il y a eu Crève des NMPP le jour de la sortie, Michael Jackson a le mauvais goût de mourir, alors il nous passe This Is It depuis toutes les grandes salles, vous voyez, voilà, ça dépend des films. Mais Amélie, c'était, toutes les étoiles étaient alignées, c'était parfait. Le film a réuni, je crois, plus de 8 millions de spectateurs en France. 8,6 je crois, et sur le monde, avec la France, je crois que c'est 33 millions. À l'époque, c'était le plus grand succès d'un film en langue française de toute l'histoire du cinéma, jusqu'à un film qui s'appelle Intouchable. D'ailleurs, Intouchable... Qui a fait beaucoup mieux, qui a fait presque 3 fois plus. Ils étaient là la semaine dernière, Intouchable, pour fêter les 10 ans, eux, de la sortie du film. Nous, c'est 20 ans. C'est 20 ans ce soir. Et un truc qui me fait vraiment plaisir, c'est quand je regarde la front page de Netflix, j'ai 2 films dessus, Délicatessen et Amélie. Et vous vous rendez pas compte, laisser une trace aujourd'hui, c'est tellement difficile, il y a tellement de films, tellement de séries. Moi je dis toujours, c'est un peu comme regarder les chutes du Niagara, et chaque molécule d'eau, c'est un film ou une série. Et 20 ans et 30 ans après avoir 2 films en front page, je suis simplement. J'aimerais qu'on parle de votre rencontre avec Audrey Tautou. Comment s'est passé le casting? Je crois qu'il y avait d'autres actrices qui étaient normalement... J'avais prévu Emily Watson, si vous vous souvenez d'un film qui s'appelait Breaking the Wave. Elle était l'actrice anglaise qui jouait. Alors ça aurait été une Amélie plus vieille fille, plus Birgit Jones en quelque sorte. Et puis elle a laissé tomber pour des raisons personnelles. Quelques semaines avant le tournage, j'étais totalement détruit. Et puis j'ai vu Audrey qui était sur l'affiche d'un film qui s'appelait Vénus Beauté. Et je me suis dit, tiens, là, une petite tête de petit elfe avec ses oreilles pointues, là. Ce serait peut-être pour moi. Donc j'ai rencontré. Et si vous avez le DVD, vous voyez dans les bonus le casting. Ça prend, allez, 5 secondes, au bout de 5 secondes, je suis conquis, et je crois que je lui dis, mais tu viens d'où, de quelle planète tu tombes? Donc ça a rajeuni le film, et ça fait partie ça a contribué au succès, je pense, la magie d'Audrey, la magie d'une musique de Yann Tiersen, et puis voilà, toutes les idées, et puis le côté... Parce qu'on me demande souvent comment expliquer le succès de ce film, je pense que le côté la générosité contre rien en échange, je pense que c'est un truc, là, j'ai touché un truc qui a touché le monde entier. Plus les petites anecdotes croustillantes, mettre sa main dans des trucs de grain, plus une vision de Paris qu'il n'y a plus dans le monde entier, enfin, etc., etc. Et ce qui marque aussi, quand on pense, quand on revoit Amélie Poulain, c'est évidemment l'image. Je crois que c'était le premier film qui a été étalonné en numérique, en numérique, oui, je crois qu'il y avait le Pacte des loups à peu près en même temps. Et on était presque quasiment les premiers. Ce qui fait que ça a été révolutionnaire. Hein. C'est difficile d'imaginer, mais avoir des couleurs chaudes et du bleu en même temps dans l'image, à l'époque de la chimie, c'était quasiment impossible. Donc là, c'était une révolution. Le Hollywood Reporter, qui est un magazine... non, c'était l'American Cinematographer, un magazine de professionnels de l'image, a récemment voté que c'était le film le plus important de la décennie, parce qu'il révolutionnait à l'époque l'image. Alors évidemment, tout le monde fait ça, bien sûr. Et lorsqu'on pense au film, il y a la musique aussi qui vient... Oui, l'image quand même, il faut que je dise, c'est Bruno Delbonnel. Et Bruno Delbonnel, c'est un ami, je le connaissais depuis 75, 76. Et puis, il m'a dit un jour, si tu ne me prends pas pour faire ce film, je te tue. Alors je l'ai pris, mais j'étais pas tranquille. Et quand j'ai vu les premiers rôles, j'étais vraiment rassuré. Et depuis, il a quand même été nommé 5 fois aux Oscars, pour Le Long Dimanche de Fiançailles, avec moi, pour un Harry Potter, et pour un film des frères Cohen, et pour Les Heures sombres aussi, de Joe Wright. Donc c'est pas le plus beau. Je voulais vous interroger sur le choix de Yann Tiersen. Comment est-ce que vous avez connu ce musicien? Alors j'étais parti pour travailler avec Michael Nyman, l'anglais, et puis un jour, on change de chauffeur qui m'emmenait au tournage, et c'était une gamine qui met un disque d'Yann Tiersen dans la voiture, sûrement avec une idée derrière la tête. Et j'ai appelé Claude Ossam, ma productrice, aussi, je lui ai dit arrête tout avec Michael Nyman, j'ai trouvé mieux. Donc j'ai appelé un dimanche, moi j'aime beaucoup les signes et les coïncidences, et j'appelle un dimanche, il y avait un numéro de téléphone sur le disque, et un type me répond, il dit oh ben c'est un coup de chance, j'étais repassé prendre mon pull. Ah ben Yann Tiersen, il travaille à tel endroit, c'était à 100 mètres de notre salle de montage. Alors je me retrouve à le rencontrer, il dit pas un mot, Yann Tiersen ne parle jamais, il fumait ses cigarettes sans dire un mot, puis il m'a dit vas-y, tu peux te servir, ça n'intéresse pas le cinéma en fait. Et donc on a pu utiliser toute cette discographie, ce qui est pratiquement l'idéal, avec un monteur, pour un monteur et un metteur en scène, on a fait ce qu'on voulait, et il nous a quand même fourni une quinzaine de morceaux, dont la valse d'Amélie, qu'il a fait très rapidement, parce qu'il c'est un garçon archi doué.
Aujourd'hui, peut-être vous avez vu qu'il dénigre le film, il dit qu'il regrette de l'avoir fait. Je suis tellement désolé de lui avoir apporté la gloire et la fortune. Vraiment, je m'en excuse. Et en fait, l'histoire, c'est qu'en fait, je pense qu'il a mal vécu de devenir très célèbre grâce à un film et pas grâce à sa musique intrinsèque. Voilà, un peu. Mais vous savez, parfois c'est des belles rencontres humaines, parfois c'est des belles rencontres artistiques. J'ai aucun regret, sa musique marche tellement bien avec le film, c'est génial, quoi. Et il a vraiment du talent. Tout à l'heure, vous disiez que tous les feux étaient au vert. Quand vous repensez au tournage, est-ce qu'il y a une anecdote? Il y en a plein dans le livre. Mais si on doit en retenir, sur Internet, si on doit en retenir une ou deux, à quoi vous pensez immédiatement quand vous pensez au tournage? Il faut que je mette mes lunettes quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Alors, il y en a tellement. Vous avez préparé ça pour nous. Alors oui, quand même, il faut que je rende un petit hommage à Brigitte Massioli, qui est la patronne du GC, parce que c'est un film qui, au départ, devait être produit par la maison Pathé. Et alors, ils l'ont développé, ils l'ont payé pour écrire le scénario, puis après, au bout d'un moment, ils se sont dit que c'était trop cher, qu'ils n'y arriveraient pas, et ils m'ont viré. Et un jour, mon agent a fait le tour de tout Paris, personne n'en voulait, et un jour, il me dit, c'est un vendredi soir, il me dit, écoute, on va le donner à UGC, mais si jamais UGC n'est pas intéressé, le film est mort. Donc c'est passé vraiment à ça de jamais se faire. Et j'ai rencontré Brigitte Massioli, la patronne de UGC, le lundi matin à 9h, et elle m'a dit qu'elle n'avait pas osé m'appeler pendant le week-end, et on a signé tout de suite. Donc elle a vraiment sauvé le film. Et vous savez, à chaque fois que vous avez un film qui ne rentre pas dans les cases, qui est un peu en décalage, vous savez, ils aiment bien les financiers, avoir des ronds, des triangles et des carrés. Si vous n'avez pas la bonne pièce, c'est comme à l'école maternelle. Si ça ne rentre pas, ça ne marche pas. On avait eu les mêmes problèmes pour Délicatessen, et c'était également UGC qui avait sauvé le film. Et j'ai eu les mêmes problèmes avec mon dernier film qui s'appelle Big Bug, et pendant 3 ans, Brigitte Massioli a essayé de le monter, mais elle n'a même pas elle-même réussi à intéresser autour d'elle. Donc j'avais fini par renoncer, et finalement, qui m'a sauvé? Netflix, le monde change. Et donc le film sort mi-février sur Netflix, un film formidable de science-fiction, avec plein d'effets spéciaux, avec une comédie, avec plein d'acteurs de talent. Tant pis pour les producteurs français. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, vous savez, alors là, je vais commencer à vous détruire le film, parce que quand vous allez le voir, vous allez penser à tout ce que je vais vous dire maintenant, ça va être terrible. Figurez-vous que tout ce qui est en studio est tourné à Cologne, en Allemagne. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Amélie de Montmartre tournée à Cologne. C'était uniquement pour des mauvaises raisons de coproduction, qui n'ont servi à rien en plus. Et je me revois descendre du train et voir la cathédrale de Cologne, toute sinistre, toute noire. Et j'ai eu envie de partir en courant. Je me suis dit, mais c'est Amélie de Montmartre, pas Amélie de Cologne. Et puis on nous a servi de la soupe à la saucisse à 4h de l'après-midi, ça allait pas. C'était vraiment très bizarre. Donc je ne suis jamais sorti de ma chambre, j'ai rien vu de Cologne. Je suis resté entre le studio et ma chambre. Alors il y a aussi un truc qui est vraiment drôle, ça c'est la magie du cinéma. J'adore ce genre de truc. À un moment, pour ceux qui l'ont vu, vous vous souvenez qu'Amélie, petite, va allumer des cierges à Notre-Dame. Et puis elle sort, il va lui arriver un pépin à sa mère. Et on est devant Notre-Dame. Et bien derrière nous, il y avait peut-être 500 personnes en train d'installer un concert. Et dans le film, on ne peut pas le deviner ça. Donc quand vous allez voir le plan, sachez qu'il y a 500 personnes derrière nous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les crèmes brûlées. Alors là, la fameuse scène des crèmes brûlées. Moi, je suis né en 53, donc je suis un enfant de l'après-guerre. À l'époque, je peux vous dire, quand on ne jetait pas de la nourriture, on éteignait une pièce quand on sortait. Donc des crèmes brûlées, je peux vous dire qu'on en a fait un paquet, parce que c'était difficile pour Audrey d'arriver à casser la croûte exactement d'une façon très élégante. Donc, comme je ne jette pas la nourriture, j'ai obligé tous les membres de l'équipe à bouffer toutes les crèmes brûlées. Je peux vous dire que le soir, ils étaient un peu mal. La petite boîte aux souvenirs d'Amélie qu'elle trouve. Alors ça, c'est une idée que j'ai volée, dont je me suis inspiré, mais moi je l'avoue, contrairement à certains qui volent des idées que je ne citerai pas ce soir, c'est un hommage au fil du temps de Wim Wenders, si vous connaissez ça. Rudiger Vogler trouve une petite boîte aux souvenirs sous une marche d'escalier, pareil. Et Wenders est lui-même inspiré d'un film de Nicolas Ray, qui s'appelle Les Indomptables. On va Robert Mitchum trouver lui aussi une petite boîte aux souvenirs sous sa maison de son enfance. Voilà. Vous savez qu'on n'invente jamais rien, on s'inspire des autres et on mélange avec ses propres fantasmes. Alors aussi un truc marrant, il y a un homme statue dans le film.
Alors pour le trouver, il fallait trouver un vrai homme statue. Avec mon assistant, nous voilà, je crois que c'était justement devant Notre-Dame, et il y a un type qui est là, complètement maquillé, qui bouge pas. Et je dis à mon assistant, vas-y, branche-lui, il est formidable, le mec va lui dire. Alors il s'approche de lui, puis il lui dit, ça vous intéresserait de tourner dans un film? Évidemment, le mec est en train de faire son numéro, donc il bouge pas, il fait, ta gueule, j'attends. Il dit, mais non, c'est sérieux. Il ne peut pas le croire, le mec. On est en train de pourrir son numéro. Et finalement, il est dans le film, quoi. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Formidable, c'est bien dur, c'est que des anecdotes. Ah oui, c'est un truc formidable. Un jour, Mathieu Kassovitz arrive, et il est avec ma maquilleuse, Nathalie Tissier, et il vient me voir, ils font bonjour. Je dis oui, bonjour, ça va bien? Oui. Tout va bien? Je dis ouais, c'est bien. T'es sûr? Oui. Et puis il repart, et Nathalie Tissier me dit, il avait un œil au beurre noir, il s'est fait casser la gueule en banlieue, et j'ai dû le maquiller. Si tu vois rien, c'est que tout va bien. S'il avait fait la haine, alors les gens des banlieues l'appréciaient pas trop. C'était un choix évident, Mathieu Kassovitz, pour le... Oui, c'était évident, je le trouvais très bien pour faire Jeannet, le petit poussin. Je lui ai fait renforce le petit poussin, pousse dans le petit poussin. Vous avez entendu parler de Daniel Toscan du Plantier, le producteur français très célèbre. Et il m'a fait un des plus beaux compliments sur Amélie, parce que moi je suis un grand fan de Marcel Carné et Jacques Prévert, du Quai des Brumes, du Jour se lève, des Portes de la nuit, tout ça. Et quand il a vu le film, il est sorti, il m'a dit, on dirait du Carnet Prévert avec les technologies d'aujourd'hui. Alors ça, je suis très fier de ce compliment. Quoi d'autre?